Bienvenue à tous sur Africa 24, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'interview spéciale élection présidentielle guinéenne. Sous la bannière du parti Nouvelle Génération pour la République, Ibrahima Abbé Silla, candidat à la présidentielle guinéenne, veut incarner le changement et promet, s'il est élu, de mener des réformes profondes pour transformer le pays. Ibrahima Abbé Silla, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Votre slogan de campagne met l'accent sur la rupture. En quoi votre parcours vous prédispose-t-il à incarner cette rupture que vous prônez? Le mot rupture veut dire se débarrasser de l'ancien, passer à nouveau sur quelque chose de nouveau. Donc, ça veut dire aussi changement, modernisation, avancement de la situation socio-économique de ce pays. Réforme stricte de toutes les structures, que ce soit de l'État ou des institutions qui regroupent un pays. Les défis transfrontaliers et sécuritaires dans la région ouest africaine vacillent entre vulnérabilité et résilience. Comment votre gouvernement s'engagerait-il pour la défense des valeurs démocratiques et des droits de l'homme sur le continent, notamment en Guinée, on va dire? Il est apparemment que la Guinée, surtout la Guinée, fasse très attention à ce qui concerne la démocratie. Nous devons suivre les règles démocratiques, liberté des personnes, liberté des institutions et surtout veiller à l'environnement qui nous entoure présentement. Comme vous le savez, nous avons eu la chance depuis que la Guinée n'a pas été attaquée par une force extérieure, mais nous avons vécu et regardé plusieurs se dérouler autour de nous, à savoir la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire un peu, le Mali, là, n'en parlons pas, le Sénégal, ainsi de suite. Donc, c'est apparemment que nous soyons unis et que nous veillons à la sécurité de ce pays. Le secteur minier guinéen est en plein essor. Quelles sont vos propositions concrètes pour garantir que ces richesses se transforment effectivement en développement socio-économique pour l'ensemble du pays? Donc, tout le monde parle des mines. Pour vraiment maximiser sur les revenus des mines, il nous faut de l'énergie. Et la Guinée, comme vous le savez, nous avons à peu près 10 mètres d'eau qui tombent chaque année. À savoir, nos rivières et nos fleuves sont remplis à tout moment. Avec 10 mètres, ça c'est sur l'ensemble du territoire, la majorité de l'eau tombe et s'écoule à la mer, alors qu'on n'a que 2 ou 3, 4 petits barrages. Alors que quand vous regardez les études faites par USAID pour Power Africa, on devait avoir une douzaine de barrages, minimum 200 et quelques. Et on a des possibilités d'aller jusqu'à 6000 MW dans ce pays, alors qu'on a besoin que réellement 4000 pour servir non seulement les miniers, tous les autres secteurs pour redémarrer l'économie guinéenne. Mais la richesse la plus grande que ça, c'est l'hydrocarbure. On n'a jamais parlé de l'hydrocarbure, mais les données de 2017 ont démontré que la Guinée a bel et bien du gaz et des hydrocarbures. Alors, cela va propulser l'économie. Ma vision, c'est de lancer ce secteur le plus tôt possible pour engager au moins une vingtaine de milliards de dollars et injecter ça dans l'économie guinéenne, dans tous les secteurs pour démarrer. En dehors des mines, effectivement, quels sont les 2 secteurs prioritaires, on dira l'agriculture, la pêche, le tourisme et les services, que vous développerez massivement pour diversifier les sources de revenus de l'État? Et quel est votre plan d'action pour stimuler davantage l'économie durable et inclusive? Comment comptez-vous créer un environnement propice à l'essor du secteur privé national, pilier de votre idéologie libérale? Bien. Si vous regardez, comme la première question, vous avez demandé les mines. Les mines, on ne peut pas les développer sans l'énergie, bien sûr, pour une transformation, pour avoir le maximum de retour sur notre exportation de la matière première.
Présentement, nous transportons énormément de bauxite, de fer, tous nos minéraux sont exportés. Il faut tenir compte, bien sûr, de l'environnement et des futurs de la Guinée, des futurs jeunes qui viendront derrière nous. Donc, c'est important de bien gérer notre richesse, que ce soit dans la bauxite, les transformer ici sur place. Même tous les condiments qui sont inclus pour la transformation, à savoir, par exemple, du soude caustique, on peut le fabriquer ici sur place. Du gaz dont j'ai parlé avant, dans quelques minutes, doit être inclus dans l'équation pour eux aussi l'énergie. Avec tous ces ingrédients, nous pourrons transformer nos mines sans prendre le tour en un temps record pour cette future génération. L'agriculture, c'est le troisième pilier. Mais il faut aussi demander, on ne peut pas transformer si on n'a pas les moyens de notre politique. C'est pourquoi j'ai commencé par le gaz. Avec du gaz, c'est des recettes instantanées qui nous permettra de relancer tous les autres secteurs. Et cela est faisable sous peu de temps. Je dirais dans une année ou deux, on peut mettre ça sur le plateau. Et cela va impulser les autres secteurs, à savoir l'éducation, parce qu'il faut éduquer nos jeunes. Les femmes, il faut les inclure dans l'équation, les handicapés, la santé, l'éducation, et tout le reste va être... Donc la Guinée sera un pays, quand tu inclus les autres infrastructures, un pays où on aura tous les Guinéens pourront trouver du boulot, et on aura même besoin de l'apport des pays limitrophes. En 2024, la capacité de production énergétique installée en Guinée était de 1310 MW, avec 39% thermique et 61% hydraulique. Cependant, force est de constater que justement, le pays fait face à un déficit d'électricité situé à 19,3%. Monsieur Abbé, quel est votre plan d'action concret pour pallier le déficit énergétique et hydraulique en Guinée? Très simple, tous les groupes à base de thermique doivent être remplacés par des groupes à base de gaz. Nous avons des hydrocarbures ici, nous avons du gaz. Ça, c'est le moyen le plus court, rapide. Commencer l'installation dès maintenant et lancer les projets en cascade avec les barrages qui existent pour monter, comme Power Africa l'a indiqué, jusqu'à quelque chose de 10 000 MW. Et il y a plusieurs fleuves qui sont là, des petits fleuves, bien sûr, où on peut faire des micro-barrages. Le soleil, l'irradiation est à peu près 5 watts par mètre carré. Tellement de soleil, on n'en finit pas. J'avais même lancé un projet dans ce sens, mais ça rentrait dans le cadre de l'électrification rurale et de la création de la classe moyenne. En plus, à long terme, nous avons de l'uranium. Il est temps qu'on commence à créer une faculté de nuclear engineering pour former nos jeunes. Parce qu'on aura besoin de ça. Non seulement on peut ravitailler les autres pays qui l'utilisent, mais on peut faire notre plan de nucléaire qui pourra augmenter la production de toute l'Afrique si nous voulons. Déjà, au Burkinabé, ils sont en train de le faire déjà. Donc, voilà. À la longue, c'est ce que ma vision demande, avec l'augmentation du niveau de vie de la Guinée, les nombres d'usines qui seront là, les hommes qui seront formés à des niveaux très élevés. Nous pourrons faire la compétition comme n'importe quel autre pays. Déjà, en ce qui concerne les IT, comme je le disais, même nos installations des 220, on a créé des mailles d'Internet là-dessus avec des terabytes. Et à la longue, on doit installer des data mining dans ces barrages qui vont également engranger des milliards de dollars parce que ces data mining seront utilisés pour l'ensemble du monde, pas seulement la Guinée. Justement, et quelle place occupe l'employabilité des jeunes au sein de votre projet de société, dans votre projet de société? C'est immense. Imagine-toi,
Vous avez des recettes de à peu près 100 milliards de dollars dans l'hydrocarbure. Rien qu'en énergie, 6 milliards de dollars. Vous pouvez tout faire, madame. Vous pouvez faire des autoroutes. Vous pouvez avoir les autoroutes, les écoles les plus modernes du monde. Vous pouvez avoir ce que vous voulez en ce qui concerne la formation des hommes, parce que le tout va ensemble, bien sûr. Ça veut dire la meilleure éducation pour tous les Guinéens. Et d'abord former des formateurs, mettre des unités de formation, des écoles modernes pour tout le monde. Et tenez-vous bien. En ce qui concerne l'énergie, sur nos pylônes, nous avons déjà des lignes en Haïti qui équivaut à des multi-térabytes et qui parlent de Haïti, nouvelle technologie internationale. Haïti parle de télécommunications. Et dans ce domaine, je suis un expert dans ça. Et comment nous allons gagner dans ça? Nous allons faire ce qu'on appelle data mining, c'est-à-dire des data centers à côté de nos barrages, parce que nous aurons tellement d'énergie que nous pourrons desservir toute l'Afrique si nous voulons, en data mining. C'est des recherches énormes. Parce que, comme tu sais, le réseau mondial ne fait que s'agrandir avec les multimédias. Donc ça aussi, c'est des ressources. Mais tout ce qu'il faut, dès le début, dès que les ressources commencent à tomber, c'est de former les hommes. Parce qu'il faut les hommes pour faire le boulot. Et ça va créer des millions et des millions de boulots ici, d'après mes projections. Et nous ferons appel aux autres pays s'il le faut pour un début. Mais, écoutez, en 1958, on avait le même niveau, la Guinée avait le même niveau que la Corée du Sud, que la Chine même. Aujourd'hui, nous sommes en train, vous savez où nous sommes, hein? Bon, en ce qui concerne mon expérience dans le gouvernement, j'ai travaillé pour le gouvernement américain pendant quelque chose de 25 ans. Le gouvernement ivoirien pendant 2 ans. Le gouvernement guinéen, 1 an. Donc, la combinaison de ça avec mon expérience dans le secteur privé, je crois que je suis l'homme qui peut vraiment redémarrer l'économie guinéenne. Ibrahima Abessila, je vous invite à marquer une courte pause avant d'entamer la deuxième partie de cet entretien exclusif sur Africa 24. Retour sur ce plateau pour cette interview exclusive avec le leader du parti Nouvelle Génération pour la République, Ibrahima Abessila. Nous traitons dans cette deuxième partie de l'importance de l'éducation, justement, qui fait partie de votre projet de société. Quelles sont, justement, selon vous, ces stratégies-là que vous prônez pour l'éducation, sachant que bien que la Guinée ait réalisé des avancées significatives en matière d'accès à l'éducation, le système éducatif reste confronté à des problèmes majeurs. Et selon les données de 2023, le taux d'achèvement scolaire a atteint 83,8%. En ce qui concerne la formation des jeunes, un temps dans ma vie, j'ai été enseignant à la côte, à un petit village en Côte d'Ivoire. Et j'ai été également professeur d'université à l'INSET. Prenons l'exemple de Houphouët. C'est Houphouët qui m'a donné la bourse pour aller aux États-Unis faire mes études. Sa priorité, c'était l'éducation. C'était l'arme magique qu'il a touchée pour développer son pays. Et il est temps qu'on prenne un bon exemple sur des cas réels, visibles, palpables. Donc, ceci dit, je vais m'y mettre d'abord à mettre les infrastructures en place, former les formateurs, les enseignants, et cadrer tous les élèves de sorte que tout Guinéen puisse faire ses études, ce cycle normal jusqu'au niveau universitaire. Donner des bourses de formation, ça paye. Même la Chine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris beaucoup de bons petits Chinois intelligents, ils les ont amenés aux États-Unis pour des années et des années, ils se sont retournés. Regardez leur pays aujourd'hui. Ils sont en compétition même avec les États-Unis.
pourquoi ne pas former les Guinéens? Il faut les moyens. Et ces moyens, c'est ce que j'avais cité au préalable, à savoir l'énergie. L'énergie, c'est la source des fonds qu'on doit cibler, parce que Dieu nous l'a donné. Voilà. Au niveau de la jeunesse, on revient là-dessus encore. Quelles sont vos stratégies pour doter la jeunesse guinéenne de compétences, notamment la formation professionnelle numérique, nécessaire au marché de l'emploi du XXIe siècle? Et quelles sont vos propositions concrètes pour renforcer l'autonomisation économique des femmes? Une bonne question. Je commence d'abord par les jeunes. Pour les jeunes, je vais mentionner la formation, les institutions modernes, équipées, les hommes compétents pour les former et les donner des bourses. Là, nous avons les hommes pour faire la Guinée de 2005 ans plus tard, l'un des pays modèles de l'Afrique. Ensuite, nous avons lancé parallèlement à ça ce qu'on appelle création de la classe moyenne. Nous allons utiliser tous les jeunes, les regrouper en groupes, en groupement, en coopérative, pour créer les petites industries qui seront financées par la République pour redémarrer l'entrepreneuriat au niveau des jeunes. Des jeunes qui seront formés dans ce sens, qui seront les futurs millionnaires de ce pays, qui seront, comme on l'appelle, les piliers et le moteur pour la relance de l'économie en dessous à Bessila. Pour revenir justement Maintenant, en ce qui concerne les femmes, elles sont très intelligentes ici en Guinée. Elles sont partout et elles sont très disciplinées. C'est vraiment, je dirais qu'elles pourront prendre le dessus si nous continuons à ce rythme. Mais en ce qui concerne la digitalisation, par exemple, non seulement ce cadre dont je te parlais est en place, mais plus que ça, il commence à y avoir des compagnies ici, privées, qui commencent à avoir vraiment des multimédias, et qui sont vraiment dans les IT, nouvelles technologies, artificial intelligence. Vraiment, il faut vraiment faire la compétition avec l'Europe et les États-Unis dans l'avenir. Parce que la Guinée, Dieu les a tout donné. Comme je l'ai dit, je me répète encore. Mais c'est les hommes qui manquaient pour faire le boulot. Et je crois qu'en 2025, cet homme est là. Moi, je pourrais faire démarrer ce pays. Et ça serait le miracle de l'Afrique de l'Ouest. Merci. Toujours sur le volet femmes, quels sont les engagements précis que vous prendrez pour atteindre le quota de 50% adopté en 2019, malgré une population féminine représentant environ 52% de la population guinéenne, avec une représentativité des femmes d'environ 30% dans les hautes instances de décision? Les femmes seront représentées partout. Les femmes, c'est comme un cerveau. Si tu as la moitié seulement qui fonctionne, vous voyez le throughput que vous pouvez avoir. Donc, c'est comme il n'y a que des hommes qui sont là actuellement. Il faut qu'on facilite, qu'on encadre nos dames et les faire accéder à tous les moyens. Parce que quand on parle de femmes, on ne parle pas pour les petits boulots. Non, elles sont très intelligentes ici en Guinée, heureusement. Donc, il faut leur donner la priorité. Il faut aussi avoir l'agence des handicapés, des jeunes, des femmes et des gars qui n'ont pas d'opportunité du tout. Et cette agence sera créée, bien sûr, liée à la formation de l'avenir en fonction du projet que j'ai mis en place pour les Guinéens. Parce que ces projets vont demander donner des salaires très élevés qui permettront, et les salaires aussi, c'est un point qui pose des problèmes ici. La population, ils sont très mal payés parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique actuellement. Donc, vous voyez, cette Guinée future, si regardez un jour, il y avait un sage, je quote encore au Fouet-Bagny, qui avait dit, quand la Guinée démarre, c'est toute la Guinée qui va démarrer. Il dit, un jour, un Guinéen va venir, il va démarrer le pays. Et ce Guinéen, en ce moment, était en Côte d'Ivoire, en train de faire l'université.
Donc, je suis allé aux États-Unis à mon retour regarder ce qui va se passer quand je serai président. Merci. En 2025, le budget alloué au secteur de la santé a atteint 3,6%, bien loin de l'objectif de 15% du budget national fixé lors de la déclaration d'Abuja. Monsieur Abessila, comment prévoyez-vous d'améliorer l'accès aux soins de santé et de qualité pour tous les Guinéens? Ça serait, ma motto sera la santé pour tous, dans tous les domaines, dans tous les sens. Jusqu'à présent, nous dépensons pas mal d'argent, même ceux qui sont riches, pour aller se faire soigner à l'extérieur. Ça ne se doit pas. La Guinée fut un temps vraiment l'exemple pour toute l'Afrique. Mais pourquoi on ne construit pas des hôpitaux modernes? Former nos médecins. Ça, il faut vraiment... Et tout ça, c'est en fonction des moyens de leur politique. Ils n'ont pas d'argent. Pourquoi j'ai commencé par l'énergie, l'hydrocarbure? Justement, ces moyens seront là. Avec un budget de 32 milliards, c'est pas, comparativement au petit budget de 4 milliards ou 3, ce n'est pas la même chose. Donc, vous allez voir ce miracle, ces miracles-là ici en Guinée. Nous allons reprendre complètement nos infrastructures, former les médecins et également faire de sorte que tous les Guinéens ont une couverture médicale. Et pas seulement couverture médicale, qu'ils aient les médicaments sans payer. Ça, il le faut, parce que nous ne sommes pas nombreux. Et la richesse, c'est pour nous tous. Merci. Aujourd'hui, les enjeux de la coopération intra-régionale sont présents, sont criards. Monsieur Abessila, quels sont vos plans, vos stratégies justement pour renforcer la coopération régionale déjà en Afrique de l'Ouest et en Afrique? Dans ma vie passée, j'ai toujours pensé à ça. Et n'oubliez pas qu'avant, j'étais un homme d'affaires. Donc, quand je suis venu, la première des choses à faire, c'était de faire privé à l'époque. Dans le secteur privé, je l'ai fait. Et quand je serai le président, je le ferai encore. C'était de bâtir un réseau au niveau de l'ECOWAS pour l'extension sur l'Afrique. Donc, ça, je l'ai déjà fait, tout ce que je dis là. Pour créer ça, il faut former les Guinéens. Ça, c'est le baseline. Mais pour faire tout ça, il y a 3 volets qu'on n'a pas cités. Pour qu'un pays marche, il faut mettre le socle de la gouvernance en place. La justice. Aujourd'hui, ça n'existe presque pas. La sécurité, ça fait défaut. Et la bonne gouvernance. Ces 3 volets doivent être instaurés. Ça, c'est ma priorité. Et ensuite, la réconciliation nationale. Nous sommes divisés. Tu ne verras pas un pays d'autre où les habitants sont aussi divisés que la Guinée. Même les langues, c'est 4 langues distinctes, 4 régions. Là, il faut résoudre ce problème le plus tôt que possible. Et pour ça, il faut vraiment faire une réconciliation nationale à grand niveau. Tous ceux qui ont perdu leur vie de 1958, quand on a eu l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, doivent être dédommagés. Les familles sont là, les pères, et demander pardon. Et aussi, demander pardon à Dieu. Donc, ils doivent demander pardon les uns des autres et s'unir. Et pour cela, justement, je vais mettre une restructuration au niveau régional. Comment? Il y aura plus de gouverneurs nommés, mais de gouverneurs élus. Ils auront l'Assemblée nationale là-bas. L'éducation, bien sûr, ils prennent les fonds au niveau fédéral, mais ça serait compétitif. On va créer des usines dans ces 4 régions, de sorte que chaque usine, les propriétaires seront des 4 régions. Vous voyez, si ils sont tous des millionnaires, ils parleront de dollars, ou de francs guinéens, pas d'ethnie. Donc ça, c'est la solution à ça. C'est les moyens de sa politique. Si quelqu'un vient ici et vous parle et qu'il n'a pas ces moyens, comment tu vas avoir de l'argent? S'il ne peut pas te dire ça, eh bien, il n'est pas vraiment destiné à prendre la Guinée d'aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de problèmes et tu ne peux pas dire je vais à la Banque mondiale pour trouver des financements. Ce n'est pas possible. Monsieur Ibrahima Abessila, quel est votre message à l'endroit des électeurs guinéens afin qu'ils vous accordent leur vote ce 28 décembre 2025?
Chers compatriotes, vous m'avez écouté, nous avons débattu plusieurs choses qui sont à votre faveur. Et ce que j'ai dit, je ferai tout pour le respecter et que Dieu m'aide à le faire pour cette nation. Avant de vous quitter, je vous demanderai de bien vouloir vous voter pour moi pendant les élections à venir. Merci. Monsieur Ibrahima Abessila, candidat de la nouvelle génération pour la République, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci, madame. C'est non. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez l'intégralité de cet entretien sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion.